Alors, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Je m'appelle Geneviève Tremblay et je suis en compagnie de Robert Lamontagne, qui est astrophysicien, oui, et coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Monsieur Lamontagne est au devoir pour nous aider à comprendre la grande nouvelle scientifique du jour, la découverte d'un système planétaire qui est situé à 39 années-lumière de nous. Donc, des astronomes ont détecté 7 planètes à 39 années-lumière de nous, d'une taille et d'une masse comparable à celle de la Terre, et qui tournent autour d'une petite étoile, donc une naine rouge. Donc, envoyez-nous vos questions durant les 30 minutes que vont durer cet entretien. On va pouvoir y répondre avec Monsieur Lamontagne. Alors, bonsoir, Monsieur Lamontagne. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Bien, c'est un plaisir dans les bureaux du devoir. C'est une première pour moi. C'est une première pour vous. C'est chouette. Est-ce qu'on peut dire que la découverte d'aujourd'hui, c'est une découverte qui est majeure dans l'histoire de l'astronomie? Non. C'est-à-dire qu'il y a un aspect très intéressant. On connaît l'existence d'exoplanètes depuis 1995. Donc, on sait qu'il y a des planètes en orbite autour des autres étoiles. Le décompte en date d'aujourd'hui est aux alentours de 3570 et quelques, là. Disons 3600 exoplanètes. Certaines de ces planètes ressemblent un peu à la Terre. Il y a eu quelques vedettes, je dirais, médiatiques qui ont fait surface au cours des dernières années. Au cours des 22 dernières années où on a fait cette chasse aux planètes, on a trouvé initialement beaucoup de ce qu'on appelle des grosses planètes, ce qu'on appelait des planètes de type Jupiter ou Saturne, qui sont faciles à trouver, en fait plus faciles à trouver, donc des grosses boules de gaz. Depuis quelques années, on a en termes de technologie, les télescopes, les détecteurs au sol, on a des instruments qui nous permettent de découvrir des planètes de plus petite taille de la Terre, masse de la Terre, et là on commence à en trouver. On en a une vingtaine de ces planètes maintenant, peut-être un peu plus. Et dans ce lot, il y en a quelques-unes qui sont ces vedettes médiatiques, qui se trouvent à être à la bonne distance de leur étoile, de telle sorte que s'il y avait de l'eau, et on dit bien si avec oui. en caractère gras et souligné, là, s'il y avait de l'eau, l'eau pourrait être liquide à la surface. Alors, la nouvelle d'aujourd'hui, celle qui est très intéressante, c'est qu'on a découvert non pas une planète, mais un système planétaire complet. 7 planètes, c'est assez rare, ça, en orbite autour d'une toute petite étoile. Et toutes ces planètes, les 7, sont semblables à la Terre. Ce sont de ce qu'on appellerait des planètes terrestres. Donc, petite taille, semblable à la Terre, masse semblable à la Terre, tourne autour d'une toute petite étoile, comme vous l'avez dit. C'est une naine rouge, et le terme est parfaitement bien choisi. C'est une étoile de petite taille, à peine plus grosse que Jupiter dans notre système solaire, moins de 1/10 de la masse du Soleil. Elle est moins chaude aussi. Elle est moins chaude, et donc elle est rouge. Et c'est comme un système solaire en miniature, très compact. Toutes les planètes sont très, très proches de l'étoile. Il y en a une qui fait le tour de son étoile en 1 journée et demie, la plus proche. La plus loin prend 20 jours à faire le tour de son étoile. Okay. Alors, les années de ces planètes sont courtes, oui. 1 journée et demie à 20 jours. Et donc, ces planètes tournent rapidement autour de l'étoile, et ça donne qu'il y en a 2, peut-être 3 de ces planètes elles sont proches de leur étoile, mais comme l'étoile est plus petite, moins chaude, elles sont à la bonne distance. S'il y avait de l'eau sur ces planètes, l'eau pourrait être liquide. On pourrait penser qu'il y a des océans. Et selon les chercheurs, il pourrait peut-être même avoir de la vie sur ces planètes. Bien, on regarde la Terre. C'est le seul exemple où on sait qu'il y a de la vie dans le cosmos, là, on s'entend. Mais disons que l'ingrédient de base, c'est l'eau. La vie est apparue dans l'eau, et donc notre premier point, notre premier élément qu'on doit rechercher quand on étudie ces planètes, c'est ce qu'on appelle suivre la piste de l'eau. Y a-t-il de l'eau, n'est-ce pas? Et là, pour l'instant, on a, en termes de technologie, pas tout à fait ce qu'il faut pour détecter l'eau. C'est pas facile. On a quelques détections partielles. C'est pour ça que les chercheurs disent que dans un rayon de 10 ans, ils vont être en mesure de ce système planétaire est intéressant. Il est proche de nous. C'est autour d'une étoile peu lumineuse, donc on est moins aveuglé par l'étoile. Les planètes ont été détectées parce qu'elles passent devant leur étoile, donc elles bloquent une toute petite partie de la lumière. Et on peut imaginer que s'il y avait une atmosphère autour de ces planètes, la lumière de l'étoile, la planète passe entre l'étoile et nous, la lumière traverserait l'atmosphère, et on pourrait analyser les altérations que la composition chimique fait sur la lumière qui traverse. On utilise une technique qu'on appelle la spectroscopie, technique bien maîtrisée depuis plus d'1 siècle et demi. Et donc, on pourrait analyser la composition chimique à distance de l'atmosphère de ces planètes, et donc savoir est-ce qu'il y a de l'eau, de l'oxygène, du méthane. Et en termes de technologie, on y arrive. On a les instruments
sont déjà construits, il suffit de les mettre dans C'est l'espace. ça, de le mettre en pratique. Et donc, notre première chance va venir fort probablement avec le télescope James Webb, OK. qui sera lancé en octobre 2018, donc dans à peu près un an et demi. On parle d'à peu près quelques mois là, de tests et de calibration, et donc les observations commenceraient quelque part en 2019. Il faudra accumuler des données pendant quelques mois, disons. Mais donc, au début de la prochaine décade, prochaine décennie, en 2020, 2021, 2022, on aura peut-être suffisamment de données pour trancher la question. Dans le cas de ce système, qui est proche de nous, qui va être plus facile à étudier, qui va être un candidat idéal, là, dans la liste des candidats observés avec le télescope James Webb, il s'en va pas mal en haut de la liste. OK. On aura peut-être la réponse. Et qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent de la composition de ces planètes-là? On en sait peu de choses, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut déduire de la composition, c'est basé sur la taille et la masse des planètes que l'on a mesurées, avec une précision, disons, pas aussi bonne qu'on pourrait faire dans notre système solaire, mais on soupçonne, compte tenu de la densité de ces planètes, qu'elles ressemblent beaucoup à des roches. OK. Certaines ont peut-être un peu plus de liquide, mais on pense que c'est pour ça qu'on les appelle des planètes de type terrestre. Mais on ne sait pas s'il y a du liquide ou si c'est de la roche, mais disons que ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans notre système solaire quand on regarde Mercure, Vénus, la Terre ou Mars. On va prendre quelques questions Oui, de nos lecteurs. Alors, on a une question de Karim Sellal qui nous demande combien de temps est-ce qu'il faudrait pour arriver jusqu'à ce système? Bon, alors, en termes astronomiques, 39-40 années-lumière de distance, c'est proche. C'est vraiment très, très proche de nous, là. Pour les astronomes, ça, c'est dans la cour. Pour vous et moi, c'est loin. Les distances sont en l'ordre de centaines de milliards de kilomètres. Et donc, en termes de voyage, compte tenu de la technologie dont nous disposons présentement, là, on parle de voyages qui seraient de l'ordre de millions d'années. Les étoiles les plus proches de nous, là, à 4 années-lumière, là, on parle d'un voyage d'à peu près 100 000 ans. Alors, multiplié par 10 facilement. Donc, on est dans l'ordre du million d'années pour atteindre ces étoiles. Bon, on va pouvoir faire mieux dans le futur, mais disons que l'étude de ce système va passer par des détections à distance à court terme, voyage là-bas, très, très loin. C'était justement une autre question d'un lecteur. Est-ce que cette distance-là pourrait être éventuellement parcourue? Peut-être, éventuellement. Il y a un projet, d'ailleurs, assez intéressant qui a été annoncé l'année dernière par Stephen Hawking et Yuri Milner, qui s'appelle Breakthrough Starshot. Ou Starshot Breakthrough, peut-être que je l'inverse. Et l'idée, c'est d'envoyer des microsondes, des trucs de la taille d'un timbre-poste, mais des milliers de petits timbres-postes, propulsés par des rayons laser à partir de la Terre et qui pourraient atteindre des vitesses semblables à la vitesse de la lumière, là, très très proches, peut-être la moitié ou le tiers de la vitesse de la lumière, et elles pourraient atteindre les étoiles les plus proches en 20 ans à peu près. Donc, en termes de voyage, pour nous, c'est pas possible, mais on pourrait imaginer faire quelque chose du même genre, envoyer des milliers de de nanosatellites propulsés par des rayons laser à partir du sol. Pas encore la technologie pour faire ça, mais ça pourrait se développer, là. Et c'est l'idée de l'initiative, là. Il y a 100 millions de dollars qui est en développement, en idée, mais ça pourrait se faire. Et donc, je pense pas que moi, je vais le voir de mon vivant, mais écoutez, c'est peut-être une histoire de 1 ou 2 générations. Là. C'est pas si loin que ça, finalement. Non, finalement, quand on pense à l'histoire. Si on regarde l'histoire de l'humanité et qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a de la vie dans le cosmos? On trouve des textes de l'Antiquité grecque où les gens discutaient de ce genre de choses-là. Ça fait donc des milliers d'années qu'on se pose la question. Et nous, on va peut-être l'avoir la réponse à distance, mais on va peut-être l'avoir quand même. Donc, c'est fascinant. Oui. Une autre question d'un lecteur, M. Luc Leclerc, donc, qui demande est-ce que ça ouvre la porte pour imaginer des infinités de planètes semblables à celles qui ont été découvertes par les chercheurs? Je dirais que le mot infini, là, ça fait un très grand nombre, mais certainement oui. On est passé en moins d'une vingtaine d'années de 0 à plus de 3600 planètes découvertes à ce jour. On n'a que gratté la pointe du proverbial iceberg, n'est-ce pas? Les technologies qui s'en viennent, les prochaines générations de télescopes pour détecter des nouvelles planètes, la multitude de projets, on estime qu'il va y en avoir des milliers qui vont être découvertes dans les prochaines années. Quand on a fait la première annonce d'une exoplanète en 1995, on était tous excités. « Wow, on a une planète. » Puis ensuite, la deuxième. « Wow, on a une autre planète. »
un moment donné, l'excitation baissait parce que, ben oui, puis il y en a une autre, puis une autre. Là, maintenant, notre wow, il vient quand on en trouve 300 d'un coup, ou qu'on en trouve une comme ça, là, un système planétaire absolument remarquable proche de nous. Alors, le wow, il vient de là. On estime que d'ici environ 5 ans, on va franchir le cap des 10 000 planètes découvertes. Et l'échantillon qu'on a présentement, on peut l'analyser un peu comme on ferait avec un sondage pour les intentions de vote, par exemple. Au lieu de poser la question à 6 millions de Québécois ou 7 millions de Québécois, on interroge 1000, 2000, 3000 personnes, mais on fait des projections là-dessus. On peut faire la même chose avec le nombre d'exoplanètes qui ont été découvertes, en tenant compte là, des effets de sélection expérimentaux. Et on estime qu'au minimum, il y a une étoile sur 4 dans le ciel qui est accompagnée de planètes. Et on estime qu'il y a en moyenne autant de planètes qui ressemblent à la Terre qu'il va y avoir d'étoiles dans notre galaxie. Donc, on est à peu près à 100 milliards de planètes Terre dans notre galaxie. Ah oui. On ne les a pas trouvées, on n'en a que quelques-unes, mais vous voyez que le potentiel n'est peut-être pas infini, mais il est là. Il est large, c'est ça. Mais est-ce que ce serait plausible aussi qu'il existe d'autres systèmes comme ceux qui ont été découverts? Absolument. Ça aussi, c'est un nouveau créneau qui s'est ouvert dans la chasse aux planètes, si on peut dire, la recherche de planètes en orbite autour de petites étoiles. Ces petites étoiles de type naine rouge sont plus difficiles à observer. Ça prend des technologies pour y arriver là, qui viennent d'être développées. Et donc, un nouveau créneau qui s'ouvre pour la détection de ces petites étoiles, qui pour la plupart vont être observées à courte distance de nous parce qu'elles ne sont pas très brillantes. Donc, à moins qu'elles soient proches, on ne les verrait pas. Mais les petites étoiles de type naine rouge, c'est la norme dans l'espace. Plutôt que les grosses étoiles comme le Soleil. 90 à 95 des étoiles dans notre galaxie, ce sont des étoiles qui ont à peu près la moitié de la masse du Soleil et moins. Donc, c'est la norme. Donc, voilà, on a trouvé un système planétaire avec des planètes rocheuses en orbite autour d'une naine rouge. C'est plausible. Est-ce que c'est l'effet du hasard? Mais c'est tout à fait plausible de croire que, ben non, c'est pas un coup de chance, c'est parce que il y en a beaucoup comme ça, puis il suffit de les trouver. C'est ça, ils continuent la recherche. Oui, tout à fait. Est-ce que, donc... Et ils sont là-dessus, là. Hein? Oui, on peut croire. Et disons que l'équipe qui travaille là-dessus, là, les Belges, entre autres, là, ils ont une petite longueur d'avance sur nous, là. Ils ont un beau créneau, ils vont bien l'exploiter. Et c'est correct, là. C'est la beauté de la recherche, n'est-ce pas? C'est des équipes multiples partout, il y a des collaborations, un peu de compétition. Tout le monde va avoir, n'est-ce pas, la réponse à la question. Une question de Federico Vidal Sualaga qui nous demande est-ce qu'on a de l'information par rapport à la gravité de ces planètes? Est-ce qu'elle est pareille à la nôtre? Étant donné que ce sont des planètes qui, en termes de taille et de masse, sont semblables à la nôtre, la gravité va nécessairement être assez semblable. Certaines, si on y allait, disons, sur ces planètes, certaines auraient une gravité un peu plus forte, puis on se sentirait un peu plus lourd. D'autres, ça serait un peu comme si on serait sur Mars ou peut-être même la Lune, mais ça va ressembler un peu à la Terre. Ce n'est pas un état d'apesanteur, mais c'est proche de la Terre, là, à peu de choses près, c'est le même type de gravité. Et quelle est la force gravitationnelle par rapport à l'étoile? Dans le cas de ces planètes, il y a des particularités, n'est-ce pas? Parce que les planètes sont très, très proches de leur étoile, elles prennent que quelques jours à tourner. Une des particularités, c'est que les périodes orbitales et les distances des planètes dans ce système sont très bien ordonnées. Et elles sont dans des multiples de nombres entiers. Les périodes orbitales, par exemple, la période orbitale d'une des planètes, c'est le double de l'autre ou le triple de l'autre. Et c'est ce qu'on appelle un phénomène de résonance par effet gravitationnel. C'est la proximité des planètes à leur étoile. Les périodes orbitales se sont un peu synchronisées et surtout, les périodes de rotation de ces planètes que l'on n'a pas mesurées, mais on est convaincu de ça, elles sont synchronisées avec leur période orbitale. En termes très terre-à-terre, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes sur une de ces planètes, il y a un côté de la planète qui fait toujours face à son étoile, puis un côté qui est toujours face à la nuit. Donc, vous êtes soit toujours en plein jour ou en pleine nuit. Il n'y a pas de lever de soleil ou de coucher de soleil. Donc, il y a un côté chaud et un côté plus froid. Et en principe, si c'est le cas, c'est un peu comme notre Lune, le côté face au Soleil, ou en fait, le côté qui est éclairé est chaud, le côté qui est non éclairé est froid. Mais s'il y a une atmosphère, elle peut redistribuer une partie de la chaleur. C'est un petit peu comme sur la Terre. Oui. On comprend qu'il fait chaud à l'équateur et froid au pôle, mais s'il n'y avait pas l'atmosphère, ça serait pire. Il ferait vraiment très chaud à l'équateur et très, très froid au pôle. L'atmosphère et les océans redistribuent une partie de la chaleur qu'on emmagasine. Alors, ça peut être un peu le même genre de choses. Donc, il y aurait cette particularité où vous seriez sur une planète où il fait
soit total toujours jour ou toujours nuit. Ah oui. Donc, c'est une petite particularité. Il Il y a qui différencie fort la- probablement au moins 6 des 7 planètes qui sont dans cette situation. OK. Et si on se penche un petit peu plus sur la façon dont ça a été découvert, les chercheurs auraient trouvé ça avec la méthode des transits. Oui, Est-ce que, c'est ça. en quoi ça consiste? C'est une des techniques qui sont utilisées pour trouver de nouvelles planètes. Naïvement, on comprend que trouver des planètes, on aime bien, on fait une photo, puis est-ce qu'on voit la planète à côté de son étoile? Mais ça, c'est très difficile parce que le contraste de brillance entre les deux objets, étoile-planète, est très, très grand. Les étoiles sont très brillantes, les planètes réfléchissent la lumière de leur étoile, donc elles sont très, très peu lumineuses. Si on regarde, par exemple, dans notre système solaire, Jupiter et la Terre par rapport au Soleil, Jupiter est à peu près 1 milliard de fois moins lumineuse que le Soleil, et la Terre 100 milliards de fois moins lumineuse. Alors, si vous étiez un extraterrestre à grande distance, ça serait très difficile de voir la Terre et Jupiter par rapport au Soleil très brillant, vous seriez aveuglé. Tout à fait. Alors donc, l'imagerie directe, ça fonctionne, mais c'est compliqué et ça a connu certains succès. J'ai un collègue à moi, René Doyon, entre autres, et 2 autres Québécois qui ont fait partie d'une équipe internationale qui, en 2008, ont annoncé une photographie d'un système planétaire porte le nom de HR 8799, mais ce n'est pas la norme. Disons qu'on n'a que peut-être une douzaine de ces planètes qui ont été vues directement. Les autres techniques sont des méthodes dites indirectes. Il y en a une qui se base sur le fait que quand une planète tourne autour de son étoile, elle va affecter le mouvement et la vitesse de son étoile, et donc on peut détecter cette vitesse qui varie de l'étoile, et on en déduit indirectement la présence d'une planète. Et la technique dont vous avez parlé, qui s'appelle le transit, bien, c'est un peu la même chose. Lorsque la planète tourne autour, ou les planètes tournent autour de leur étoile, si le plan orbital est bien aligné par rapport à nous qui les regardons, la planète peut passer devant son étoile par rapport à nous, et elle provoque une micro-éclipse, on appelle ça un transit. Donc, on mesure la brillance de l'étoile, mais on voit que cette brillance, à un moment donné, fluctue. Elle baisse par 1% à peu près, ou 1/10 de pourcent. Et donc, si c'est périodique, on en déduit qu'il y a quelque chose qui passe devant puis qui bloque. Forcément. Si une grosse planète passe devant son étoile, on comprend qu'elle bloque plus de lumière, une petite planète bloque moins de lumière. Ou, si l'étoile est très petite, bien, même si vous avez une petite planète, la petite planète va bloquer beaucoup de lumière de son étoile. Oui, forcément, Donc, oui. ce qui la rend facile à détecter, d'où, encore une fois, l'intérêt de ces petites étoiles naines rouges, autour desquelles ça devient quasiment plus facile. J'ai des collègues là, qui, s'ils m'écoutent, ils vont dire « wow ». Mais c'est plus facile. On se donne une point. La technique est encore complexe. Là. On comprend. Ça demande des mesures ultra précises. Mais elle est maîtrisée maintenant et on voit, elle connaît de grands succès. Donc, les 2 méthodes indirectes, et il y en a d'autres méthodes indirectes, là, mais les 2 méthodes indirectes, celles qui mesurent les variations de vitesse ou l'autre qui mesure les variations de brillance, sont les 2 méthodes qui ont connu le plus grand succès. Sur les 3600 planètes découvertes à ce jour, 90% des planètes, 90-95% des planètes ont été découvertes avec cette technique. C'est une ou l'autre de ces techniques. Celle du transit est d'ailleurs très, très performante. Il y a même une mission spatiale qui a été dédié à ça, un télescope qui a été consacré à ça, qui s'appelle Kepler, qui a été en fonction en grande partie de 2009 à 2012-2013. Il fonctionne encore, mais disons qu'il éprouve certaines petites difficultés. Et à lui seul, il a découvert près de la moitié des planètes extrasolaires connues à ce jour. Il y a une prochaine mission qui s'en vient, un télescope qui va faire un peu comme Kepler, mais disons sur une stéroïde, un peu plus gros, qui s'appelle TESS, qui va être lancé très prochainement, fin de cette année, début de l'année prochaine. Et avec lui, on pense qu'on va trouver 5 000, 10 000 planètes. Là. Donc, vous voyez, le potentiel est immense. On a une autre question d'une lectrice, cette fois, pour en revenir au fait que la différence entre la planète Terre qui tourne et les autres qui ne tournent pas. Elle demande, c'est Angélique Soleil-Lavoie, qu'est-ce qui fait qu'une planète tourne sur elle-même? C'est un mouvement naturel. Tout ça, ça provient du processus de formation des planètes. C'est la norme dans notre système solaire, et on le voit à l'œuvre partout dans le cosmos, que ce soit les systèmes planétaires très jeunes ou en formation, ou les vieux systèmes planétaires. C'est parce que les planètes et les étoiles se forment à partir d'un grand nuage de gaz. C'est la force gravitationnelle qui
concentre le nuage de gaz, et donc qui forme une boule centrale qui va devenir l'étoile. Et parce que le nuage de gaz initial est un peu turbulent, il y a des mouvements aléatoires là-dedans, éventuellement, il y a un certain mouvement global qui se développe, et donc le nuage de gaz s'effondre en tournant lentement sur lui-même. En tournant lentement sur lui-même, il s'effondre, mais il va s'aplatir. Il va former une espèce de galette avec un renflement central qui va être l'étoile. Et dans la galette, dans le disque, les planètes vont se former, puis elles-mêmes vont tourner, elles aussi, sur elles-mêmes. Alors, si on regarde, par exemple, dans notre système solaire, tout le monde, toutes les planètes, toutes les planètes, tournent autour du Soleil dans la même direction. Si on regardait le système solaire de loin, là, tout le monde fait le tour du Soleil dans la même direction. Toutes les planètes, à une exception près, tournent sur elles-mêmes dans la même direction aussi. Et tout ça, c'est lié au processus de formation du système solaire. Et c'est un processus qu'on voit à l'œuvre ailleurs dans le cosmos. Et donc, c'est exactement la même chose ici. OK. On a une autre question, cette fois excusez-moi, je vais la retrouver. Alors, oui, il y a Daniel Petit qui nous demande, donc la découverte d'aujourd'hui était très intéressante pour la science, pour la recherche de vie à l'extérieur, donc une vie extraterrestre, disons, mais quel est l'intérêt pratique pour une personne qui vit sur la Terre? J'aime bien cette question, parce qu'effectivement, voici une question de science fondamentale, n'est-ce pas? Sommes-nous seuls dans le cosmos? Y a-t-il des planètes? Peut-il y avoir de la vie sur ces éventuelles planètes? C'est une vieille question, une question fondamentale. C'est une question de science fondamentale. Et comme des fois je le dis à la blague à mes étudiants, si demain matin nous découvrons de la vie sur une planète, sur Mars ou sur une lointaine planète extraterrestre, ça ne change strictement rien dans votre vie. Le beurre d'arachide goûte la même chose, il se vend le même prix. Okay? Mais pour réussir cette découverte, pour réussir à trouver ces planètes, à étudier leur atmosphère, il faut développer des instruments ultra sophistiqués qui trouvent des applications dans plein d'autres domaines. Tout le monde a une petite machine comme ça, un téléphone cellulaire, il y a une caméra là-dedans. La puce électronique qui sert à faire les images, la photographie, ça a été développé dans un contexte astronomique dans les années 1970 et 80. Et donc, c'est un dérivé d'un instrument qu'on a fabriqué pour l'astronomie initialement. Les gens ont des Wi-Fi à la maison, n'est-ce pas? Le protocole de communication Wi-Fi qui vous permet d'avoir une communication nette entre les différents ordinateurs dans une maison. Tout ça, ça a été développé dans le contexte de la radioastronomie. On écoutait des signaux radio en venant du cosmos et on devait nettoyer le bruit. Et donc, il y a un protocole de nettoyage qui a été développé, qui a été breveté et qu'on retrouve dans le Wi-Fi. Tout le monde ou en fait, la plupart des gens savent c'est quoi un scan dans un hôpital, n'est-ce pas? On est allé dans ces machines. Tout ce qui s'appelle le domaine de l'imagerie médicale, initialement, s'est développé par des dérivés de l'astronomie. Maintenant, c'est une technique à part entière, là, mais à l'origine, c'était quelque chose qui dérivait de l'astronomie. Et donc, il y a de ces retombées qui proviennent du monde de la recherche fondamentale, dans ce cas-ci l'astronomie, et qui trouvent des applications pratiques. Les gadgets dont on a besoin se retrouvent dans notre vie de tous les jours. Ça prend 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais il y a des applications. Mais à la base, l'objectif était de répondre à une question de science fondamentale. Alors, on ne sait jamais sur quoi ça va déboucher. Parfois sur rien, mais plus souvent qu'autrement sur des trucs qu'on ne soupçonnait même pas. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact si on découvre qu'effectivement, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'il y a effectivement de la vie sur ces planètes-là? Bon, en termes d'impact pour nous, comme je vous disais, ça répond à une question fondamentale et donc il y a une satisfaction intellectuelle, n'est-ce pas? Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous, on va avoir la réponse. Nos ancêtres se posaient la question, ça a été un problème philosophique, théologique, et là, c'est un problème de science. Puis peut-être que dans 20 ou 30 ans, ça sera un fait historique, on lira ça dans un livre, nos petits-enfants liront ça dans un livre. Alors donc, il y a un effet qui est une satisfaction intellectuelle. Il y a une beauté à sentir que on fait partie de l'aventure. Nous serons la génération qui va avoir la réponse à la question. N'est-ce pas? C'est extraordinaire. Dans notre vie de tous les jours, ça ne change rien. Mais en termes collectifs, ça va tout changer. Ça va changer notre société aussi profondément que lorsque Galilée, Kepler ont démontré que la Terre tournait autour du Soleil. Que le monde n'était pas géocentrique et centré sur la Terre, mais que non, la Terre était une planète parmi tant d'autres et que le Soleil était une étoile parmi tant d'autres. Ça a changé notre perception, notre rapport au cosmos. Et à la limite, ça a changé nos rapports entre les humains parce que là, soudainement, on n'avait plus cette hiérarchie
très, très rigide avec un haut, un bas, l'organisation de la société, la religion. Là, il y a eu une forme de démocratisation, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est la science qui a changé tout ça, mais ça a ouvert les esprits. Alors, peut-être que le fait de découvrir qu'il y a de la vie ailleurs, n'est-ce pas? Peut-être que ça va avoir un impact sur notre société en termes de... On va se sentir qu'on fait partie de l'humanité, qu'il y a autre chose. Il y a l'humanité, là, je ne veux pas dire qu'il y a eux, nous et eux, là, mais on va se sentir un lien entre nous qui va qui va nous connecter au reste du cosmos, n'est-ce pas? Oui. On ne sera pas seul dans le cosmos. Dans l'univers, voilà. C'est ça. On a un lecteur, Philippe Manning-Pro, qui aimerait connaître l'âge de ces nouvelles planètes qui ont été découvertes. Bonne question. Je l'ignore, là. Malheureusement, je vais spéculer un tout petit peu, mais il s'agit d'une étoile relativement de petite taille, et donc elle peut être très, très vieille. Je dois admettre là, que je n'ai pas les détails quant à son âge, mais elle a certainement plusieurs milliards d'années d'existence. Le fait qu'il y ait des planètes rocheuses, là, ça donne une indication. Oui. Et ces petites étoiles vivent très longtemps. La Terre, le Soleil, on est autour de 4 milliards 500, 600 millions d'années, disons 5 milliards d'années. Ce système planétaire pourrait au moins être aussi vieux, peut-être même plus. Ces petites étoiles vivent très, très longtemps. Et en fait, notre Soleil va mourir avant que cette étoile, le TRAPPIST 1, meurt. Elle va vivre très, 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 très longtemps. Elle a de l'avenir. Elle a beaucoup d'avenir devant elle. Elle vit calmement. On a une autre question, cette fois-ci, de Teddy Magris, donc, qui se demande si cette nouvelle-là n'est pas surmédiatisée, on en a parlé un peu tout à l'heure, compte tenu du nombre, vous l'avez dit, très élevé d'exoplanètes déjà qu'on a découvertes. Et il y a évidemment un jeu ici là, qui est de bonne guerre, dans le sens de rendre une nouvelle... de publiciser une nouvelle. Et je dois admettre que la NASA a un certain talent pour allumer la mèche, le petit teaser, n'est-ce pas? C'est comme la bande-annonce dans un film. Puis, et au final, des fois, on fait face à ce que j'appellerais un pétard mouillé. C'est déjà arrivé. On a déjà eu des nouvelles dont l'excitation médiatique sur les réseaux sociaux était tellement grande. Puis là, on arrive à la nouvelle et on dit « Ouais, tout ça pour ça. D'un point de vue scientifique, on a parfois l'impression, oui, c'est une nouvelle intéressante, mais on peut comprendre que pour le public, peut-être que c'est pas aussi intéressant. Mais à l'occasion, il y a des trucs intéressants. Je veux dire, si on pense par exemple à un truc comme la détection des ondes gravitationnelles de l'année dernière, oui, tout à fait. Grosse nouvelle, c'était la confirmation ultime de la théorie de la relativité générale d'Einstein, quelque chose qu'on cherchait depuis des années. Très grosse nouvelle. Celle-ci, je dirais qu'elle est dans la moyenne supérieure. Il y a peut-être eu un peu d'enflure, mais quand même, on a ici mis la main sur un premier système planétaire qui devient une cible de choix pour les télescopes à venir. Et donc, le meilleur est à venir. Je dirais que dans 5-6 ans, là, on pourrait être assez excité avec le fait... On va être content de l'avoir trouvé, ce système planétaire, et on va peut-être être très excité de ce qu'on va découvrir là-dessus. Et une question par rapport à la différence entre notre système solaire, la plus grande différence, par exemple, que vous diriez entre notre système solaire et le système de cette planète qui a été découvert aujourd'hui? Bon, en fait, il y en a quelques-unes, mais je dirais, bon, dans notre système solaire, on a deux grandes catégories de planètes. Les toutes petites, qu'on appelle les planètes terrestres, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, proches du Soleil, et les grosses planètes dites joviennes ou gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, à grande distance. Dans ce système planétaire, on n'a que des planètes rocheuses, donc de type terrestre. Des petites planètes, des boules de roche, collées sur leur étoile, à courte distance. Je l'ai mentionné tout à l'heure, les périodes orbitales sont de quelques jours. Et donc, c'est un système solaire miniature. En fait, ça s'apparente beaucoup plus à Jupiter et ses lunes, ses satellites naturels, qu'à notre système solaire, d'une certaine façon. L'étoile, en termes de taille, ressemble un peu à Jupiter. Elle est plus massive, mais elle ressemble un peu à Jupiter. Les distances entre les planètes autour de TRAPPIST et les distances entre les lunes principales autour de Jupiter se ressemblent un peu. Alors, c'est comme un Jupiter, une copie du système jupitérien ou un système solaire miniature. C'est comme un jouet. On peut jouer avec. Et puis, on va peut-être découvrir de la vie. C'est proche, on peut jouer avec. C'est ça. On a une question un peu rigolote de la fille de 10 ans d'une lectrice qui s'appelle Isabelle de la Huerta, qui aimerait savoir combien de temps ça prendrait, donc calcul mathématique, pour se rendre sur TRAPPIST à 200 km/h. Oh, à 200 km/h, c'est pas très vite, ça. Les avions commerciaux volent à peu près à 1000 km/h, déjà 5 fois plus vite.
Et on a des sondes spatiales présentement qui ont été lancées, par exemple, dans les années 70, ou une très récemment qui a frôlé Pluton l'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant, en 2015, qui vole à des vitesses de l'ordre de 40 000 km à l'heure. C'est pas mal plus vite Oh que là là, 200. oui. Et même à ces vitesses, pour se rendre à ces planètes, on parle d'un voyage de l'ordre du million d'années. Ah oui. Donc, à 200 km/h, on est dans les dizaines et les centaines de millions d'années. On peut faire mieux que 200 km/h et on le réalise très bien, mais ce n'est pas encore suffisant pour... on n'est pas dans Star Trek. Là. On ne peut pas aller là-bas en une journée ou deux. Non, ce n'est pas une fin de semaine sur Trappiste. Réservez pas votre chalet. Alors maintenant, une question de Mathieu Onge qui demande avons-nous trouvé des exoplanètes gravitant autour d'étoiles jumelles? Oui, l'effet Tatooine, comme dans Star Wars, n'est-ce pas? Ça semblait... c'était de la science-fiction dans Star Wars, n'est-ce pas? 1977, Luke Skywalker qui voit le double coucher de soleil. Et même moi, à l'époque, je me disais, ça c'est de la science-fiction, ça n'existe pas dans la réalité. Ben oui, ça existe. On a trouvé quelques planètes qui tournent autour de 2 étoiles. Donc, les 2 étoiles tournent l'une autour de l'autre. Et soit les planètes tournent autour d'une des 2 étoiles ou autour des 2 globalement. Et on a même mieux encore. On a un système qui s'appelle Gliese 667. L'étoile Gliese 667, c'est 3 étoiles. Une paire très rapprochée, les 2 étoiles tournent l'une autour de l'autre, et une 3e étoile qui tourne autour des 2 autres, et il y a des planètes qui tournent autour de la 3e étoile. Donc, si vous êtes sur une des planètes de Gliese 667, vous avez 3 soleils dans le ciel, un très brillant et 2 plus loin, plus faibles. Vous avez 3 ombres et vous avez un triple coucher de soleil. Alors, c'est très exotique, ça. Ah oui, très exotique. Il y a des tours de modèles qui existent. Absolument. Donc, là, vraiment, là, la science-fiction a dépassé la science et maintenant, la réalité rattrape la science-fiction. C'est ça. On en est là. Oui. Il y aurait le cœur des planètes, en fait, subirait des effets de marée du fait de la force d'attraction qui s'exerce. Est-ce que c'est correct? Oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, ça revient un peu c'est lié un peu à l'expression que je donnais tout à l'heure quand je disais que les périodes orbitales et les distances sont un peu synchronisées, sont des multiples l'un de l'autre. Alors, ce qui se produit pour différentes planètes dans ce système planétaire, elles tournent autour de leur étoile. Une planète donnée prend un certain temps pour faire le tour de son étoile, et il y en a une autre qui prend 2 fois plus de temps. Ça veut donc dire qu'une fois sur 2, l'étoile, une planète et l'autre se retrouvent parfaitement alignées. Et donc, l'étoile tire d'un côté, et la 2e planète qui a rattrapé tire de l'autre côté. Alors, la planète prise entre les deux se fait... tirailler, n'est-ce pas? Il y a un effet gravitationnel qui est dominé par l'étoile, mais auquel les autres planètes contribuent. Alors, il y a des effets de marée gravitationnelle, et ça brasse l'intérieur de ces planètes. Ça empêche fort probablement l'intérieur de complètement se solidifier, un peu comme l'intérieur de la Terre, dans lequel il y a du magma. Et donc, on pourrait soupçonner qu'il va y avoir une activité géologique sur ces planètes, entre autres. Et ça, c'est aussi un bon signe. Ouais. On pense que l'activité géologique pourrait jouer un rôle très important dans l'apparition et le maintien de la vie sur une planète. Donc, c'est un beau système. Et on est dans le gagnant-gagnant. C'est calque de l'anglais, là, mais on est vraiment là... c'est un bon numéro à la loterie. C'est peut-être pas le gros lot, mais c'est un bon prix. En termes de recherche, oui. Oui, c'est ça. On a un lecteur qui se demande, qui se pose des questions sur la chimie de l'atmosphère des planètes. Donc, c'est M. G. Aspengrove. Je vais vous poser une question qui a rapport à ça. Et comment les chercheurs, donc on parle de recherche, comment les chercheurs vont réussir à en savoir plus sur ces planètes, la composition? Est-ce que ça va être compliqué? Qu'est-ce qu'il va falloir faire comme... Bon, déjà en partant, parce qu'on a la taille et la masse, on a une petite idée, au moins, de la composition physique des planètes. On pense que ce sont des boules de roche. Il restera à voir là, quelle sorte de roche, silice, granit, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de fer ou beaucoup de nickel ou un peu moins? Là, ça reste à voir. La prochaine étape consiste à déceler si oui ou non, elles sont entourées d'une atmosphère et quelle est la composition chimique de l'atmosphère. Et comme je l'expliquais, on le mentionnait dans la technique de détection, le transit, parce que la planète passe devant son étoile, elle bloque une partie de la lumière de son étoile. Mais s'il est entouré d'une couche de gaz, une atmosphère, une partie de la lumière provenant de l'étoile va être bloquée par la planète, mais va réussir à traverser la couche atmosphérique et va être altérée par tous les gaz qu'il y a dans l'atmosphère. S'il y a de l'oxygène, du dioxyde de carbone ou de l'eau, ça va altérer
la nature de la lumière, et ça, on peut le déceler, même à grande distance, avec les bons instruments, télescope James Webb, par exemple, et on pourra détecter la présence, la composition chimique. Alors ça, c'est la prochaine étape. Et elle s'en vient, là. Le télescope James Webb, on est en octobre 2018, donc 2020-2022, on va l'avoir, la composition chimique. S'il y a une atmosphère autour de ces étoiles, elle sera détectable. Et l'instrument qui va servir à faire ça, c'est un instrument, c'est la contribution canadienne au télescope spatial James Webb. Ça a été mené par l'Agence spatiale, par le biais de l'Agence spatiale canadienne. Mais le maître d'œuvre, c'est un collègue à moi, M. Doyon, René Doyon, qui est à l'Université de Montréal, qui est le directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Et c'est lui là, qui a piloté la conception de l'instrument. Et l'instrument canadien, là, il l'a véritablement designé, conçu pour faire ce type de mesure. L'instrument va servir à autre chose, mais la motivation scientifique première, c'est serions-nous capables de détecter une atmosphère, d'en mesurer la composition chimique. Donc, c'est vraiment là, on converge là. On trouve les planètes. La première étape, c'est trouver des planètes. Deuxième étape, est-ce que ce sont des planètes qui sont comme la Terre? Passent-elles devant leur étoile? Prochaine étape, le gros télescope, puis là, on les regarde. Justement, vous avez parlé du télescope James Webb, donc il y a un lecteur qui se demande dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres découvertes? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme découverte supplémentaire de ce... Bon, évidemment, James Webb, c'est un grand télescope, et on l'a appelé le successeur du télescope spatial Hubble, mais il n'est pas tout seul. Il y a plein d'autres instruments au sol. Entre autres, il y a la construction qui est déjà passablement avancée de grands télescopes de 30 mètres de diamètre au sol. Les Européens en font un, les Américains, les Nord-Américains, en fait, le Canada, les États-Unis, les Indiens, les Chinois sont là-dedans, les Japonais. On va donc construire des grands télescopes de 30 mètres. C'est la prochaine génération. Là. Les gros télescopes, actuellement, ils font 10 mètres. C'est 11 mètres de diamètre. Facteur 3 en termes de taille, un facteur 10 en termes de puissance de télescope. Donc là, c'est la prochaine étape. Donc, il y a des nouveaux instruments. Il y a aussi des instruments de plus petite taille, mais qui vont être carrément dédiés à la détection d'exoplanètes. Je parlais tout à l'heure du télescope Kepler qui a fait ça. Il y en a un qui s'appelle TESS, dont j'ai parlé un peu, qui s'appelle TESS, c'est l'acronyme pour Transiting Exoplanet Survey Satellite. Alors, il y a quelques-uns. Il y a une autre mission qui s'appelle Plato du côté européen. Il y a plein d'autres télescopes qui vont être soit au sol ou en orbite, qui vont augmenter notre banque de données de planètes. Plus on aura de planètes découvertes, plus on aura de planètes qui vont ressembler à la Terre là-dedans et qui, potentiellement, seront vraiment des belles copies de notre planète. Alors, ça s'en vient, là. On commence à peine. Moi, je trouve admirable, c'est le progrès phénoménal en termes de recherche dans ce domaine qui s'est accompli en une vingtaine d'années. Quand j'étais étudiant, on parlait des exoplanètes, mais c'était, sans blague, là, de la science-fiction. On disait, oui, il doit y avoir des planètes en orbite autour des autres étoiles. Là, depuis 1995, on le sait, et on en trouve beaucoup, et ça ne va qu'en accélérant. Alors donc, le meilleur est toujours à venir là-dedans. Il y a un domaine de recherche qui vient de s'ouvrir en sciences. C'est très rare qu'on assiste à une nouvelle discipline scientifique qui est naissante et qui connaît de vifs succès rapidement. C'est extraordinaire. C'est fascinant. Et on va prendre deux dernières questions de lecteurs. Donc, Patrice Giroux se demande comment est-ce qu'on détermine la priorité de prospection de ces systèmes-là qui existent en les priorités, l'établissement des priorités varie beaucoup. Initialement, ça passait uniquement par est-ce qu'on est capable de détecter des planètes en orbite autour de cette étoile-là ou cette étoile-là. On a initialement ciblé des étoiles qui ressemblaient un peu au Soleil parce qu'on se dit, il y a des planètes autour du Soleil. Donc, cherchons des étoiles qui ressemblent au Soleil. C'est un premier pas. Là, maintenant, on établit ça soit par région du ciel, comme par exemple le télescope Kepler. Il regardait toujours la même région du ciel, située dans la constellation du Cygne. Il regardait toujours les mêmes 150 000 étoiles et il les a suivies pendant 2, 3, 4 ans. Et on a trouvé des milliers de planètes comme ça. L'autre façon, c'est de cibler des types d'étoiles. Alors, par exemple, celui-ci, ce sont le programme qui a permis la découverte du système planétaire. On cherche des planètes autour d'étoiles de type naine rouge. Et comme je le mentionnais, il y en a beaucoup de naines rouges. Donc là, maintenant, il va s'ouvrir un programme de recherche. On a les outils, on sait comment faire. Donc, il va y avoir des programmes de recherche qui vont cibler les étoiles de type naine rouge. Et je pense qu'on va découvrir beaucoup de planètes qui ressemblent à la Terre.
Donc, Ce sont des des petites étoiles. Elles sont fort probablement accompagnées de petites planètes rocheuses, donc la Terre. Donc, il y a un potentiel ici très intéressant. Ben, Donc, c'est ça. Donc, on sélectionne soit la région du ciel ou le type d'étoile. On n'y va pas totalement au hasard maintenant. Et c'est un premier tri. On trouve les planètes en premier, puis ensuite, on sélectionne les meilleurs candidats qui vont en servir de cible pour les gros télescopes là, qui vont être dédiés à peut-on trouver de la vie. Donc, chaque découverte permet d'orienter après la recherche. Tout à fait. qui s'en vient. On pourrait utiliser l'analogie. Vous allez à la pêche sur un lac, vous allez dans une région, vous ne connaissez pas le lac, puis vous pouvez lancer votre ligne au hasard. Mais si quelqu'un vous dit, là, un résident local, vous savez, les truites, c'est à côté du Cap de Roche, ben, vous allez aller pêcher là. Il n'y a aucune garantie que vous allez prendre des truites. Mais maintenant, vous augmentez vos chances. C'est un peu le même genre de choses que ce qu'on fait ici. Une dernière question, donc, qui nous vient de Karim Stellal. Donc, de quoi sont faits les nuages de trappistes? Bien, on n'a pas détecté la présence d'une atmosphère ou très partiellement. Et donc, la composition chimique est inconnue pour l'instant. Bon, on spécule là, ici, mais on peut imaginer que ce sont des petites planètes de type terrestre, pas trop chaudes, pas trop froides. Alors, donc, ça peut être une atmosphère composée de dioxyde de carbone. Ce serait assez raisonnable, là. Ça a été le lot de notre planète pendant très, très longtemps, là, avant qu'il commence à y avoir de l'oxygène. Donc, on peut imaginer du dioxyde de carbone, des nuages, peut-être des atmosphères opaques. Et donc, s'il y a du dioxyde de carbone, on parle d'effet de serre aussi, naturellement. Oui. Et donc, même si une planète est un petit peu plus loin, puis en principe, elle devrait être plus froide, ben, si l'effet de serre est un petit peu plus important, ben, elle se trouve à être plus chaude. Alors, donc, pour l'instant, c'est très préliminaire, là. Oui. Mais dans le cas de certaines exoplanètes pour lesquelles on a détecté des atmosphères, ou dans le cas d'étoiles qu'on appelle des naines brunes, qui sont un peu des étoiles manquées, à mi-chemin entre les planètes et les étoiles, on découvre parfois dans leurs atmosphères des nuages, et dans certains cas, c'est des nuages de silice. Donc, c'est comme du sable fondu. Il fait tellement chaud, c'est du sable fondu. Donc, il y a des nuages de silice. Et on peut quasiment suivre la météo. On peut faire de la météo extraplanétaire, là, avec un degré de précision. On aura plus de détails. Oui, disons que nos prédictions sur Terre sont encore meilleures. Oui, c'est ça. Mais on peut suivre ça. Merci beaucoup, M. Lamontagne, d'avoir répondu à nos questions. Un grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée.